Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast pour Sebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va déjà commencer par un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine avec l'événement le plus attendu, à savoir la réunion de la Fed et la décision de reprendre les baisses de taux. Une première baisse de 25 points de base, la première depuis décembre 2024. Une baisse de taux donc, qui sera probablement suivie d'autres baisses d'ici la fin de l'année. C'est ce qui ressort dans les projections de la Fed, les fameux dot plots, c'est-à-dire les projections du nombre de baisses de taux potentielles, même si ce n'est pas une certitude, mais ce sont des projections qui ont été faites par les différents membres de la Fed, donc qui anticipent au total 3 baisses de taux de 25 points de base, donc d'ici la fin de l'année, incluant celle de septembre. Dans ces projections également, qu'est-ce que l'on retient? Eh bien, on retient que les anticipations de croissance pour cette année et l'année prochaine ont été un petit peu relevées du côté des États-Unis. Par exemple, pour cette année, la prévision de croissance passe de 1,4 à 1,6%. On note également que le taux de chômage anticipé pour la fin de l'année est toujours stable par rapport à la projection précédente, à savoir 4,5%. Je rappelle qu'on est actuellement à 4,3% de taux de chômage, donc ce qui veut dire que la Fed pense quand même que l'emploi peut un petit peu se dégrader d'ici la fin de l'année encore, pour atteindre un taux de chômage de 4,5%. Et puis au niveau de l'inflation, il n'y a pas eu en revanche de rehaussement des anticipations d'inflation. Les anticipations, la dernière fois qu'elles avaient été estimées, c'était lors des dernières projections en juin, et donc on retrouve les mêmes chiffres, les mêmes projections dans la zone des 3,1% notamment pour l'inflation sous-jacente PCE, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et hors énergie. Ça a été ensuite accompagné d'un discours de Jérôme Powell. Alors Jérôme Powell, fameuse conférence de presse, où il a bien expliqué que le pivot de la Fed, c'est-à-dire la décision de reprendre les baisses de taux, c'était surtout fait sur les questions de l'emploi américain. On a tous vu donc ces rapports sur l'emploi un peu moins bons ces derniers mois. Il y a eu non seulement des révisions, et puis des révisions de révisions, notamment sur toutes les créations d'emplois d'une partie de 2024 et de début 2025, avec quasiment plus de 900 000 emplois de moins que ce qui était initialement prévu. Donc on a bien compris que la Fed avait décidé de reprendre ses baisses de taux par rapport à ce marché de l'emploi qui s'est un petit peu dégradé, et par rapport au tableau général. Jérôme Powell a bien résumé la situation en disant que les risques pour l'inflation actuellement ils étaient toujours orientés à la hausse, donc il y avait un risque de voir encore l'inflation progresser, alors que les risques pour le marché du travail étaient plutôt des risques de dégradation. Et donc c'est là qu'on arrive dans cette fameuse tension sur le mandat de la Fed, c'est-à-dire que normalement quand vous avez une économie qui ralentit et un marché d'emploi qui se dégrade, vous avez aussi normalement une inflation qui ralentit. Or là, effectivement, on voit bien qu'il y a des divergences. D'un côté, l'inflation qui reste toujours présente et un marché d'emploi qui se dégrade un petit peu, ce qui fait toujours planer un peu le risque de la stagflation, même si ce n'est pas un terme qui a été employé par Jérôme Powell, parce que effectivement, les signaux envoyés par l'économie américaine sont relativement mixtes. On a eu un premier semestre où on a quand même observé un rythme de croissance globale qui était nettement moins élevé que sur les 6 derniers mois de l'année dernière. Pareil pour les dépenses de consommation ô combien importantes pour le PIB américain. 2/3 du PIB, c'est la consommation. On a vu sur les 6 premiers mois de l'année que la croissance des dépenses de consommation était nettement plus faible que sur les 6 derniers mois de l'année dernière. Et on a au troisième trimestre des chiffres relativement mitigés. Donc on a à la fois des chiffres, on a eu par exemple les dépenses de consommation, les 2 dernières publications n'étaient pas mauvaises. En revanche, les rapports sur l'emploi sont pas terribles. On a des indicateurs avancés type ISM qui sont moyennement bons, notamment l'ISM dans les services qui s'est pas mal dégradé ces derniers mois. Il y a juste un petit rebond sur la dernière publication. On navigue toujours dans la zone des 50, qui est la zone qui sépare l'expansion de la contraction. Donc les indicateurs avancés, on n'a pas de signaux de dynamique particulièrement forte de ce côté-là. Donc on a, je pense, un peu de mal à se faire une idée de ce que sera la croissance américaine d'ici la fin de l'année. Donc la Fed a procédé à une baisse, probablement un peu prudentielle aussi, pour éviter une dégradation de l'économie, mais le motif principal, c'était quand même la question de ce marché de l'emploi qui se dégrade. Jérôme Powell qui a aussi expliqué que l'inflation qui a fait un peu son retour ces derniers mois, c'était surtout une inflation qui arrivait par les biens, et ça effectivement il fait le lien direct. Il dit d'ailleurs, il n'y a pas d'hésitation de ce côté-là, il dit c'est bien la cause des taxes douanières décidées par l'administration américaine qui génère ce rebond de l'inflation sur les biens, alors que de l'autre côté, on observe toujours, ce qui est là en revanche plutôt une bonne nouvelle, une désinflation dans le secteur des services. Donc voilà les messages qu'il va retenir de Jérôme Powell. On note aussi que la Fed va poursuivre la réduction de son bilan. Vous savez qu'il y a 2 gros outils de politique monétaire, les taux d'un côté, donc ça on a la réponse, et le bilan également, la taille du bilan. Plus une banque centrale normalise sa politique monétaire, et bien plus le bilan est censé décroître. Mais là on voit que la politique monétaire, les taux
repartent à la baisse avec cette nouvelle baisse de taux. On se posait des questions sur le bilan. Est-ce que du coup la réduction du bilan va cesser? Parce qu'effectivement, il y a un côté restrictif dans la réduction du bilan. La Fed indique que pour l'instant, elle va continuer le rythme actuel de réduction du bilan. Donc, voilà pour ce récap de la Fed. Les marchés n'ont pas particulièrement réagi. On a vu quand même un taux 10 ans américain au début de la conférence de presse de Jérôme Powell passer brièvement sous les 4%. On rappelle qu'on naviguait entre 4 et 5% ces derniers mois, donc là on est repassé un peu sous les 4%, mais il y a eu un petit rebond cette fin de semaine, et un rebond qui est arrivé d'où, ce rebond sur le taux 10 ans? Eh bien du statistique sur l'emploi, une seule inscription hebdomadaire au chômage, donc jeudi, qui est ressortie meilleure qu'attendu. On a eu moins d'inscriptions au chômage que ce que le marché pensait, et du coup, eh bien, le marché se disant, bon bref, si cette statistique n'est pas mauvaise, du coup, peut-être que sur les baisses de taux, on n'aura peut-être pas toutes les baisses de taux que nous attendons. Donc c'est une réaction un peu court terme du marché, mais on a quand même vu que une statistique sur l'emploi un peu meilleur qu'attendu, eh bien, avait fait rebondir le taux 10 ans où on se parle. Le taux 10 ans a monté aux alentours de 4,12, 4,13%, alors que mercredi soir, il naviguait dans la zone des 4%. Donc, voilà le tableau pour la Fed. On a ensuite eu, là, donc j'enregistre ce podcast, nous sommes vendredi, il est 16h30, on a eu cette nuit, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, la décision de la Banque du Japon, une décision qui était très surveillée par les marchés. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs mois, on a une très grosse poussée à la hausse des taux au Japon. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a battu des records de taux à la hausse sur le taux 30 ans, parce qu'on a une inflation effectivement qui depuis plusieurs trimestres maintenant est présente au Japon. L'inflation globale au Japon est actuellement de 2,7%, donc c'est une inflation qui est supérieure par exemple à ce qu'on observe en zone euro, et sachant que historiquement le Japon a très souvent été confronté à des périodes de déflation. Donc effectivement le retour de l'inflation post-Covid, on va dire, c'est quand même une nouveauté, une inflation qui en plus est assez résiliente. On a eu, certes, on était monté un peu plus de 4%, 4,3% si je ne me trompe pas, au pic de l'inflation au Japon post-Covid, mais malgré tout, on arrive, malgré plusieurs trimestres depuis, toujours à avoir une inflation qui reste très nettement supérieure à 2%. Donc, on sait que ça avait généré des premières hausses de taux de la part de la Banque du Japon depuis le printemps 2024. On a déjà eu donc 3 hausses de taux de la Banque du Japon, qui avaient fait passer ces taux en quelques trimestres de moins 0,1%. C'était un taux négatif qui existait depuis des années au Japon pour le taux principal de la Banque du Japon, et ce taux est remonté ensuite aux alentours de à 0,5%. Et après donc 3 hausses de taux au niveau de la Banque du Japon. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que nous avons eu? Il n'y a pas eu de nouvelle hausse de taux, mais on note quand même, et c'est quand même une nouveauté, qu'il y a eu 2 dissidents au niveau du comité de politique monétaire, ce qui est une première depuis l'arrivée du nouveau gouverneur de la Banque du Japon en 2023. C'est la première fois qu'il n'y a pas qu'il y a en tout cas autant de dissidents favorables donc à une hausse de taux. 2 membres de la Banque du Japon étaient favorables à une hausse de taux, les autres non, mais ça change un petit peu par rapport au sentiment des réunions précédentes. Donc, ce qui veut dire que la question d'une prochaine hausse de taux est quand même à réflexion au sein de la Banque du Japon. Et puis, on a aussi une décision, une annonce qu'on n'attendait pas forcément, qui est que la Banque du Japon va commencer à céder, à vendre donc sur les marchés une partie de son stock d'ETF. On rappelle que la Banque du Japon est une banque centrale contrairement à ce que fait la BCE qui n'achète pas d'ETF. La Fed en avait acheté une fois, c'était, je me souviens bien, c'est qu'elle avait un stress à un moment donné sur le high yield aux États-Unis, elle avait acheté un petit peu d'obligations de ce côté-là, mais c'était mineur comme mouvement. En revanche, la Banque du Japon, elle, a stocké pour 75 000 milliards de yens d'ETF, notamment sur le Nikkei 225 dans son bilan. Ça représente à peu près un peu plus de 500 milliards de dollars, et donc ce qui fait que la Banque du Japon est aujourd'hui la plus grosse détenteuse d'ETF sur l'indice japonais. Donc c'est ce gros stock qui va être progressivement réduit. Il y a un rythme donc, qui était défini de vente d'ETF par mois. Bloomberg a estimé qu'il faudrait quand même à ce rythme 100 ans, donc un siècle, pour vendre la totalité du stock d'ETF. Donc on voit bien que ce n'est pas non plus une décision de vente massive du stock d'ETF dans le bilan, ce qui provoquerait là en revanche une chute lourde de marché. On a quand même vu que le Nikkei a été un peu surpris par cette annonce. On a lâché à peu près 2% pendant la nuit, ça s'est un petit peu repris en fin de séance asiatique. Mais il y a quand même eu un petit mouvement sur le marché asiatique, au Japon, donc sur le Nikkei, de baisse à la suite de cette décision. On note aussi que la Banque du Japon va céder également une partie de ce qu'on appelle les
REIT. Donc ce sont des véhicules financiers adossés à de l'immobilier que la Banque du Japon avait aussi acheté. Donc elle va vendre aussi une partie de ce qu'elle détient dans son bilan. Donc voilà pour la Banque du Japon. Autres éléments cette semaine, donc on observe d'un point de vue marché cette fois-ci un VIX, donc au niveau de volatilité qui est toujours très faible côté États-Unis, aux alentours de 14, 15 de volatilité sur le VIX, donc c'est un niveau qui est très bas. Des marchés actions qui n'ont de cesse d'inscrire de nouveaux records côté États-Unis. Hier par exemple, on a eu 4 indices en même temps qui ont battu un record, le Russell 2000 pour les small caps, le Nasdaq, le Dow Jones et le SP 500. C'est la première fois depuis 2021 que 4 indices battait le même jour un record. Donc voilà, on sent quand même ce côté d'euphorie côté États-Unis. Il y a vraiment une détente très forte sur les marchés, pas de volatilité, record sur record, mais, et ce qu'on a écrit depuis quelques mois, eh bien, des niveaux de valorisation qui ne cessent de se tendre également. On a des niveaux de cherté qui sont élevés sur les marchés américains, et on voit surtout que tous les marchés n'ont pas la même trajectoire. En Europe, par exemple, on voit que les gros indices type DAX ou CAC, eux, sont dans une phase de consolidation. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas marqué de nouveaux records sur ces indices, qui ont une évolution plutôt latérale. Le côté euphorique, on le voit clairement du côté des marchés américains, et ce qui soulève forcément la question, depuis quelques mois, du risque de bulle. On est effectivement sur des niveaux de valorisation où le risque de bulle est très présent. Donc ça, c'est un élément qu'il faut quand même surveiller. On a également eu de l'actualité cette semaine sur Nvidia. De l'actualité plutôt moins. Alors, il y a eu du bon et du moins bon. D'abord, le bon, c'est que Nvidia a annoncé prendre une participation dans Intel. On sait que le gouvernement américain l'avait déjà annoncé pour son propre compte, donc de prendre 10% du capital d'Intel, et on voit que quelques mois plus tard, eh bien, c'est Nvidia qui rejoint le gouvernement américain dans l'actionnariat de Intel, pour des questions donc peut-être un peu politiques, aussi très probablement surtout stratégiques, pour certains types de production qui pourraient être réalisés par Intel. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Intel. On a vu les cours fortement rebondir. Pour Nvidia, ça n'a pas été un gros événement particulier au niveau de ses cours. Autre événement toujours cette semaine, les nouveaux records aussi sur l'or, l'or qui a enchaîné record sur record avant de se tasser un petit peu là en fin de semaine. Il y a quand même effectivement des questions qu'on peut se poser aussi un peu sur l'or, vu les niveaux qu'on atteint désormais après plusieurs mois de très fort rallye. On note que l'once d'or a été assez peu sensible à la question des taux élevés, c'est-à-dire que le gros rallye qu'on a eu sur l'or, on sait que quand les taux américains sont très élevés notamment, eh bien c'est généralement un concurrent à l'or, parce que l'or n'a pas de dividendes, n'a pas de coupons. Donc quand vous avez d'un côté des rendements obligataires américains qui servent du 4 ou 5% sur du souverain et de manière garantie, eh bien c'est vrai que de temps en temps, ce contexte a pu créer une forme de concurrence à l'or et qui avait parfois pu brider l'évolution à la hausse des cours de l'or. Et donc on voit que ces derniers mois, ça n'a pas été le cas. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, maintenant que les taux américains qui se détendent, ça peut encore propulser l'or plus haut, ou est-ce qu'à un moment donné, vu que cette thématique des taux n'a pas été un problème pour l'or pour grimper, est-ce que c'est pas finalement au moment où les taux vont un petit peu se détendre côté États-Unis que l'or pourrait aussi commencer à se stabiliser un petit peu, à surveiller aussi, ce qui sera en revanche peut-être un risque plus important, c'est si les taux américains venaient à rebondir en revanche. On parlait tout à l'heure des anticipations de baisse de taux d'ici la fin de l'année. C'est pas un engagement ferme et définitif de la Fed. Ce ne sont que des projections. Donc s'il s'avérait, c'est pas forcément mon scénario, mais s'il s'avérait que nous avions maintenant, à partir de maintenant, des rapports par exemple d'inflation, CPI ou PCE qui ressortaient encore en hausse, et un marché de l'emploi se dégradant un peu moins, on pourrait avoir tout à fait un rebond des taux américains par exemple, et dans ce cas-là, ça pourrait être un frein à la progression de l'or. Donc ça, c'est quand même un petit élément sur les taux à regarder par rapport à l'or. Voilà ce qu'on pouvait dire, et juste aussi, ça s'était passé en fin de semaine dernière, mais c'était quand même un sujet cette semaine malgré tout, la dégradation donc de la note française par Fitch, ça on en a déjà beaucoup parlé. Nous, ce qu'on regarde du coup, c'est l'évolution dans les jours qui ont suivi du spread OAT-Bund, c'est-à-dire de l'écart entre le taux 10 ans français et le taux 10 ans allemand. Plus cet écart est important, plus ça présente un risque en fait, c'est que le marché évalue qu'il y a un risque pour la France, et inversement, quand ce spread diminue, c'est que les choses s'apaisent. Donc on a toujours un spread qui reste relativement élevé, autour de 80 points de base, il ne s'est pas beaucoup étendu ces derniers jours. Le CAC, lui, dans cet environnement, a essayé de rebondir un petit peu, mais on est quand même là pour le coup sur le CAC. Moi, j'ai pas de sentiment particulièrement défini en ce moment, parce que il y a toujours une vigilance importante sur le spread au moment où on attend toujours des réponses politiques, des réponses sur le budget notamment, dans un contexte de grève en France. Donc voilà, c'est une situation qui reste toujours à l'observation, ce qui s'est pas dégradé plus que ça cette semaine, mais il n'y a pas en tout cas de détente du côté des taux français, en tout cas du spread, et ça voilà, c'est un sujet qu'il faut quand même qu'on continue à suivre, avec toujours le marché
marché action du coup en toile de fond. On termine en quelques secondes avec le programme de la semaine prochaine. Donc lundi, pas de grosses statistiques, mais plusieurs speakers de la Fed, dont le nouveau membre, le nouveau gouverneur qui a rejoint la Fed, nommé par Trump, à savoir Stéphane Miron. Donc on va surveiller ce qu'il va nous dire. Il y a d'autres membres de la Fed qui vont parler. Mardi, c'est le jour des PMI, des indices d'activité manufacturiers et services pour tous les pays de la zone euro et pour les États-Unis. Mercredi, le climat des affaires en Allemagne avec l'indice IFO ainsi que les ventes de logements neufs aux États-Unis. Jeudi, journée chargée, décision de la Banque centrale suisse. On aura la dernière estimation du PIB américain, le chiffre final donc pour le deuxième trimestre communiqué donc jeudi après-midi. On aura toujours les inscriptions hebdomadaires au chômage, également les commandes de biens durables et les ventes de logements existants. Donc grosse journée US jeudi. Et puis vendredi, toujours côté États-Unis, des chiffres forcément très attendus sur l'inflation PCE, la principale mesure d'inflation surveillée par la Fed. J'en ai parlé il y a quelques minutes dans une nouvelle projection de la Fed. Donc on aura vendredi le chiffre d'inflation PCE et Core PCE, deux mesures importantes à surveiller, ainsi que des chiffres sur les dépenses de consommation des Américains, ainsi que sur l'évolution de leurs revenus. Excellent week-end à tous, bon trade la semaine prochaine, et donc rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau podcast. Au revoir.